Bonsoir à toutes et tous. Voilà le Suresnes qu'on aime, que vous avez pu découvrir et applaudir. Je suis vraiment très heureux ce soir avec Philippe Subsol, le président du CESES, du Conseil économique et social et environnemental de Suresnes, avec Isabelle de Crécy, qui est adjointe en charge des questions de démocratie participative, mais aussi des nombreux élus qui sont dans la salle avec moi, de vous accueillir ce soir pour cette première, qui est le premier atelier du CESES. Donc Philippe vous en dira quelques mots plus précisément, et qui va aborder ce soir avec vous tous un sujet qui nous tient tous à cœur, nous les Suresnois, mais plus largement les citoyens du monde, qui est comment fait-on face à ce qui est devenu malheureusement une certitude, c'est-à-dire le réchauffement climatique de notre planète, et comment nous, à notre échelle, nous pouvons agir pour lutter, d'une part, essayer d'atténuer le phénomène, et puis s'y adapter, hélas, parce qu'on sait qu'il faudra s'y adapter. Il n'y a pas de retour complet en arrière. Et donc c'est l'objet des débats que vous aurez avec les experts que je salue, Sébastien Maire, qui nous fait le plaisir d'être là, délégué général de France Ville Durable, Gwenaëlle Gau, qui est directrice de l'Observatoire Obsoco, et Clément Keiber, qui est directeur du pôle urbanisme de Mutabilis, le tout animé par l'excellente Virginie Alonzi, elle-même membre du CESES. Voilà. Le sujet, il est au cœur de nos préoccupations, de vos préoccupations, et évidemment de celles de vos élus et des services de la ville, pour essayer de se poser la question comment nous, vous, individuellement, vous pouvez contribuer à lutter et à vous adapter à ce réchauffement climatique. Et donc, c'est l'idée de ce premier atelier du CESES, qui est de pouvoir débattre avec vous à partir d'un constat, des solutions qui ont déjà été appliquées dans un certain nombre de territoires, se dire comment nous, à Suresnes, on peut faire face à cela. Alors, on s'est engagé, nous, dans notre contrat de mandat, à engager un certain nombre d'actions déjà pour aller dans le bon sens, mais c'est une recomposition permanente que d'aller chercher les experts, trouver les bonnes idées avec les habitants pour remplir faire face à cet enjeu qui est un enjeu intergénérationnel également, puisque on doit léguer cette planète que nous n'avons que fait qu'emprunter aux générations qui viennent et qui risquent d'avoir malheureusement à payer le prix fort de nos folies passées. Voilà. Vous dire deux mots du CESES. Pourquoi ce sont les ateliers du CESES ? Parce que le CESES est une des institutions majeures de la ville en termes de démocratie participative. Il est constitué de 40 habitants, représentatifs des quartiers, des différentes professions de la ville, et qui ont une double mission que leur confie la ville. C'est à la fois d'éclairer les élus et la municipalité et les services sur un certain nombre d'expertises liées à des grands projets qui sont à l'état de maturité encore pas totalement développés. Et on avait demandé au CESES de travailler sur 5 thématiques d'ores et déjà. Ils ont commencé à rendre leurs travaux autour de la valorisation du patrimoine suresnois. On a la chance d'avoir un joli patrimoine, mais qui est assez peu valorisé. Donc voilà, on a sollicité les expertises et la réflexion du CESES. La requalification du centre-ville et de l'entrée de ville, notamment, qui est un vrai handicap de cette ville. Vous le connaissez tous, c'est un héritage des années 60-70 et qui est bien marqué par son époque, très minérale, très routière, peu respectueuse de l'environnement et du confort des habitants. Et donc voilà, là il y a une réflexion aussi qui est en cours et qui sera d'ailleurs bientôt débattue avec les habitants sur un projet qui commence à prendre forme. La création d'un tiers-lieu, qui est un objet encore un peu indéfini et multiforme. Et donc on a souhaité que le CESES nous éclaire un peu sur quelle forme pouvaient prendre ces tiers-lieux, qui sont des lieux de rencontre pour imaginer des activités de convivialité, de solidarité. Enfin, ça peut prendre différentes formes. Et aussi un grand sujet qui est au cœur aussi de notre mandat, qui est la réappropriation de la Seine, puisque la Seine a été trop longtemps considérée comme simplement un obstacle à franchir par des ponts, alors que c'est notre partenaire historique. En tout cas, c'est celui des générations qui nous ont précédés avant que la ville ne devienne industrielle et finalement se sépare de sa rivière par des quais de chargement et de déchargement, et qui sont devenus malheureusement des quais quasi autoroutiers. Voilà. Et la deuxième mission qui est la leur, à part nous éclairer sur ces projets très concrets, c'est de faire de la prospective. Et c'est ce soir, effectivement, bien l'objet des débats et des présentations qui seront faites. Et je voulais vraiment remercier
Philippe, toute son équipe, son bureau, qui est ici présent aussi, et les membres qui sont dans la salle, pour leur investissement en temps qu'ils ont donné et qu'ils vont continuer à donner tout au long de notre mandat. Voilà. Remercier aussi nos services, les services de l'environnement, de la démocratie participative, de la communication, j'en oublie beaucoup, sans lesquels rien ne pourrait se faire ce soir. Voilà, j'ai promis de ne pas être long. Vous allez voir, le débat lancé par nos orateurs s'annonce passionnant, un peu effrayant dans le constat, mais on commence à le connaître. Mais surtout, ce qu'on attend ce soir, c'est de se redonner espoir à tous, et un espoir qui se traduira dans l'action, parce que c'est bien ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est de réagir et d'agir en faveur d'une ville résiliente au changement climatique. Voilà, merci. Et je laisse la parole à Philippe Subsol, notre président du CESES. Monsieur le maire a déjà dit la moitié de ce que je voulais vous dire, donc je vais gagner un peu de temps. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chers collègues du 16, mesdames, messieurs, notre conseil économique, social et environnemental est particulièrement heureux de vous accueillir ce soir et de vous voir si nombreux. Nous avions un peu plus de 200 inscrits pour cette première. Donc ne nous en veuillez pas s'il y a encore quelques petites imperfections techniques, mais pour le deuxième atelier, tout sera corrigé. Je vais raccourcir ce que j'avais prévu de vous dire. Donc nous avons une mission de réflexion, de consultation et de prospective, de façon à jouer un rôle d'accompagnement des élus et des services de la ville en amont de leur prise de décision. On pourrait dire que le CESES est une sorte de think tank qui contribue à la démocratie participative chère à la ville. Donc, dans le cadre de cette mission de prospective, le CESE lance ce soir les ateliers du 16. Le nom nous a semblé assez opportun, avec pour objectif de décrypter et d'anticiper les mutations en cours, de partager des inspirations que l'on trouvera chez les autres, en France ou à l'étranger, et d'éclairer les choix stratégiques sur les grands enjeux de demain. L'occasion offerte par la première édition de Nature en Scène, le Festival du développement durable, qui va se tenir sur la terrasse du Fécheret samedi et dimanche, a été s'imposer, et c'était une occasion trop belle pour que le 16 ne la saisisse pas pour lancer cette première édition. Ce soir, nous parlerons de résilience territoriale. C'est Virginie Alonzi qui va mener les débats. Si ce premier atelier vous plaît, il y en aura d'autres. Nous vous proposerons à intervalles réguliers une approche systémique et multidisciplinaire de façon à préparer Suresnes demain, à y réfléchir ensemble. Chaque atelier donnera lieu à la rédaction de ce que nous appellerons les cahiers du 16, et ces ressources seront mises en ligne. Donc, inutile de prendre beaucoup de notes ce soir. Vous retrouverez ça sur le site de la ville. Merci et passez une excellente soirée. Je vais m'affranchir du pupitre. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Virginie Alonzi, membre du 16. Tous les membres du 16 sont très heureux de partager avec vous ce soir ce premier atelier sur Suresnes face au changement climatique, et en particulier sur cette thématique de la résilience. Peut-être avant de rentrer dans le menu des réjouissances, on peut partager, je veux bien le slide suivant s'il vous plaît, je voulais repartager avec vous la définition de la résilience que vous avez vue sur l'invitation. Donc la résilience, c'est la capacité d'un territoire dans toutes ses composantes à continuer de fonctionner. Donc toutes ces composantes, ce sont aussi bien les infrastructures, le bâti, les réseaux, tout ce qui est lié au flux, mais aussi donc la population. Donc à continuer de fonctionner indépendamment de chocs majeurs. Ce qu'on entend par des chocs majeurs, ce sont aussi bien, on l'a vu avec la crise sanitaire, donc par exemple une pandémie, des inondations, des cyberattaques, etc. Donc c'est très large.
Et donc, c'est aussi réduire les stress chroniques du quotidien. Les stress chroniques du quotidien, c'est la pollution, ce sont les infrastructures vieillissantes, les inégalités sociales, etc. Et donc, ça veut dire qu'on doit s'adapter dès à présent aux contraintes de long terme liées à ces évolutions irréversibles, que ce soit le changement climatique, la raréfaction des ressources ou encore l'effondrement de la biodiversité. Donc les chocs, vous les avez là, les stress chroniques également. Et donc on va voir ce soir avec nos différents intervenants comment on va justement pouvoir faire face, anticiper, s'adapter et donc faire face à ces évolutions de long terme. Très rapidement, j'avais juste mis quelques chiffres, juste pour faire réagir. Par exemple, le coût global des 10 plus grandes catastrophes climatiques de 2022, c'est une ONG britannique, Christian Aid, qui a publié ça, c'est 158 milliards d'euros. Et ça, ce sont pour des bâtis, des infrastructures qui sont assurées. Donc ça veut dire que le chiffre est encore plus important que ça. C'est juste pour donner un peu un ordre de grandeur. Et on va tout de suite passer effectivement au déroulé. Ah, je crois que la machine s'emballe. Au déroulé de cette session ce soir. Donc on va avoir dans un premier temps l'intervention donc, de Sébastien Maire, délégué général de France Ville Durable, qui va nous faire un petit peu une keynote pendant 25 à 30 minutes sur ce sujet du changement climatique. Et on enchaînera ensuite avec Guénaël Go de l'Opsoco et Clément Kéber de Mutabilis sur des différentes solutions autour de ce changement climatique. On a prévu une fin de la conférence à 21h, on ne pourra pas déraper, étant donné qu'après il y a une session une séance de cinéma, et donc ça sera suivi d'un petit cocktail. Et on aura un temps de questions-réponses, donc n'hésitez pas à préparer toutes vos questions au fil des interventions. On aura en fin de séance un temps de questions-réponses avec vous. Voilà, je laisse tout de suite la parole à Sébastien Maire. Bonsoir à toutes et tous. Je vais commencer par mettre mon chrono pour être sûr de tenir le timing, parce que la pression est forte pour qu'on arrive à tenir le timing. Et Virginie Alonzi m'a dit que j'avais beaucoup trop de slides. Elle a raison. Donc je mets mon chrono. Monsieur le Président, Monsieur le Maire, un grand merci de votre accueil ce soir. Donc je m'appelle Sébastien Maire, je suis délégué général de l'association France Ville Durable. Ah, on teste. Non, je vais lever la main quand on change les slides, si ça vous va bien. Donc c'est pas un tic, hein. C'est juste, je précise. Donc je veux bien que vous changiez de slide. Il y a un problème en plus avec le... Normalement, il n'est pas comme ça, le slide. Mais c'est pas grave, je pense que ça ne le fera pas sur tous. Cette association, elle a une spécificité, c'est sa composition. 4 catégories d'acteurs qui sont directement à la main sur ces questions de ce qu'on appelle ville ou territoire durable. L'État, très présent dans l'association à travers plusieurs ministères et un grand nombre des agences et des opérateurs de l'État. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Des collectivités locales et certaines de leurs fédérations nationales. Et Monsieur le maire, nous serions ravis d'accueillir la ville de Suresnes parmi nos adhérents. Nous avons par exemple un partenariat fort avec Intercommunalité de France et l'association est présidée par Patrice Vergrit, le président de la communauté urbaine de Dunkerque depuis sa création. Un collège d'entreprises, des grands comptes, du CAC 40, de l'aménagement, de la construction, des transports, de l'énergie, des entreprises plus petites, des PME, des TPE, des entreprises qui travaillent dans le domaine de la santé, en partant du principe que, et je vais essayer de vous l'expliquer dans les quelques slides, si ça fonctionne, qui suivent, que la transformation écologique et énergétique d'un territoire, c'est d'abord et avant tout la transformation de son modèle économique. Et qu'on ne peut pas penser la transition ou la transformation sans penser économie. Et justement, c'est un magnifique levier, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis le dernier collège, c'est celui des experts, agence d'urbanisme, Conseil national de l'ordre des architectes, celui des notaires, les bailleurs sociaux, vous savez, qui gèrent tout le logement social, l'organisation interprofessionnelle des bureaux d'études techniques qui font toutes les études pour la ville, etc. Donc un grand nombre d'acteurs très divers qui ont des intérêts différents sur ces sujets de ville durable ou de transformation de la ville, mais qui ont accepté de se mettre ensemble autour de la table en disant « ce qui compte,
c'est l'action. Et on n'est pas un think tank, on vise la mise en œuvre opérationnelle. Et notre rôle aujourd'hui, c'est de repérer et de rediffuser le plus largement possible, en France et à l'international, des outils, des méthodes et des exemples concrets, sortis de terre, de réalisation, de politiques publiques qui permettent deux choses qui recoupent complètement ce qu'a dit Monsieur le maire en introduction. Accélérer la transformation écologique et en même temps, parce qu'en effet, il est un peu trop tard sur certains sujets, faire monter les territoires en résilience. C'est les deux mouvements qu'on doit conduire en même temps, mais à travers les mêmes actions, les mêmes budgets, les mêmes projets, et pas de manière séparée. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors, je vais faire un petit test. Je commence souvent comme ça. Qui dans la salle se sent... Je vais pas vous interroger en vrai, hein, mais c'est juste pour avoir un nombre. Se sentirait capable de définir ce qu'on entend par anthropocène? Ouh, il y a des sachants ce soir. Et il y a un peu plus de sachants que d'habitude. Il y en a quand même quelques-uns. Oui, souvent, c'est beaucoup plus faible que ça. Hein. Et c'est normal, c'est un concept relativement récent. L'anthropocène, c'est cette nouvelle ère géologique dans laquelle est entrée l'humanité récemment, depuis le début de l'utilisation des énergies fossiles. Vous savez, vous vous souvenez de ces cours qu'on a eus à l'école quand on était petit sur les grandes ères, le Crétacé, l'ère des dinosaures, etc. Bon. La dernière ère qui est connue Homo sapiens, c'était l'ère de l'Holocène, qui a été l'ère géologique. Vous savez, une ère géologique, c'est-à-dire qu'on a des conditions climatiques, naturelles, qui forment un équilibre à peu près stable. Avant l'Holocène, c'était la glaciation quand même. Hein. Donc on voit que ça change quand même pas mal d'une ère à l'autre. L'Holocène a été l'ère la plus favorable au développement de l'espèce humaine. C'est d'ailleurs pour ça qu'Homo sapiens est passé de Cro-Magnon à ce qu'on est aujourd'hui en 10 000 ans. C'est parce que les conditions naturelles étaient parfaites, idéales pour permettre à l'espèce humaine de s'épanouir en ayant suffisamment de ressources, suffisamment de bon air, de bonne température, etc., etc. Elle aurait dû durer des millions d'années, comme les autres, mais elle s'est arrêtée au bout de 10 000 ans parce que l'activité humaine a bouleversé les grands équilibres globaux, les mêmes que ceux qui produisent les glaciations, etc., etc., avec une activité qui a produit ce qu'on appelle les gaz à effet de serre, qui réchauffent le climat et qui bouleversent les grands équilibres. Donc on considère qu'on est rentré dans une nouvelle ère géologique. On connaît bien le dérèglement climatique. Je vais passer très vite là. Alors non, là, je n'ai pas levé la main, pardon. Faut que je fasse attention, je parle un peu avec les mains. Faudra vous arriviez à repérer le bon mouvement de main là-haut. En plus, j'ai les spots dans la figure, je ne vous vois pas. Donc on sait que dérèglement climatique, première chose, il va faire plus chaud. Il va y avoir des canicules plus fortes partout, sur tous les territoires, mais des canicules qui pourront faire 50 degrés et durer un mois. Si vous avez vécu les canicules à 40 degrés l'année dernière, vous avez vu déjà comme c'était difficile à vivre dans le bâti qu'on a aujourd'hui. Quand ça sera 50 et que ça durera un mois, on voit bien qu'aujourd'hui, l'enjeu de l'adaptation de l'habitat est absolument central. Et vous savez que 80% du bâti qui sera là en 2050 pour supporter ces canicules, c'est celui qui est autour de nous. C'est celui dans lequel vous vivez. C'est celui qui est déjà là. Les 20% qu'on va construire d'ici là, ce n'est pas un enjeu. On a mis énormément d'innovation, d'argent, d'intelligence collective sur la capacité de construire des bâtiments neufs très vertueux. Et d'ailleurs, on a réussi. C'est plutôt bien. On sait faire aujourd'hui des bâtiments plutôt très vertueux par rapport à ce qu'on faisait avant, mais ce n'est pas du tout un enjeu pour le dérèglement climatique. Pour le dérèglement climatique, l'enjeu, c'est le stock. C'est tout ce qu'on a déjà construit. Comment va-t-on rendre ce bâti vivable dans les années à venir ? Corollaire, la sécheresse, on en parle beaucoup. Je ne vais pas détailler, vous savez que ça fait la une de tous les médias. On a aussi un vrai sujet sur la quantité, tout simplement, d'eau disponible pour le fonctionnement de nos activités, même en France. Et on sait qu'on est entré dans un régime de crise qui ne va pas revenir en arrière. C'est-à-dire que chaque année, ça sera pire que l'année d'avant. Sujet suivant. C'est un peu le même. Il y a les sécheresses, mais qui entraînent du coup des difficultés de recharge de nappes phréatiques. C'est très variable d'un territoire à l'autre. Donc ces cartes, on les passe très vite, mais c'est juste pour que je plaide pour que, et ça sera ce que je dirais sur la façon notamment d'engager votre démarche ici à Suresnes, qu'on arrive à bien caractériser les enjeux territoire par territoire. Et pas de manière globale à l'échelle nationale ou mondiale, parce que ce n'est pas du tout des outils pour l'action. En revanche, savoir comment, territoire par territoire, chacun de ces phénomènes va pouvoir se réaliser. Aujourd'hui, les données sont disponibles, elles ne sont pas toujours utilisées.
Les incendies, je passe vite aussi. Quand je présentais ces cartes avant l'été dernier, on me prenait pour un fou. Quand je disais il y aura même des incendies, des feux de forêt en Bretagne ou dans le nord de la France, j'étais un méchant collapsologue. On les attendait plutôt pour 2040 ou 2050. Et vous avez vu les infos l'été dernier, c'est arrivé bien plus tôt que prévu. Des incendies, des feux de forêt maintenant, même dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France. Faudra faire avec. Suivant. Les forêts vont changer, le tissu forestier va changer. Vous savez qu'il y a un grand nombre d'essences d'arbres qui sont en train de disparaître. Hein, les arbres de nos enfances, on coupe les tilleuls dans les cours d'école, les marronniers aussi, les ormes, les hêtres. D'ici une dizaine d'années, il n'y en a plus. Et la difficulté qu'on a, c'est que les nouvelles espèces prendront la place, mais elles ne vont pas le faire en une génération d'arbres. Ça va juste prendre un petit peu plus de temps. Donc, y compris les paysages vont évoluer. Les paysages, la façon qu'on a de voir nos territoires vont évoluer parce que le tissu forestier, et ça se voit beaucoup quand une forêt disparaît, ça change quand même assez considérablement le paysage. D'ailleurs, les agriculteurs ont été les premiers à dégainer, surtout dans le sud-ouest, les viticulteurs notamment, qui se sont bien rendus compte que les grands vins de Bordeaux, c'est plus pour très longtemps, ou qu'en tout cas, il va falloir s'adapter rapidement. Ça fait déjà plusieurs années qu'ils cherchent des nouveaux cépages, des nouveaux types de cultures, et c'est le cas dans différentes régions de France. On fait muter les pratiques agricoles en anticipation du moins d'eau et de la difficulté qu'on aura finalement à cultiver ce qu'on a toujours cultivé jusqu'ici dans nos pays. Le risque d'inondation, en plus ici vous êtes un tout petit peu concerné, le risque d'inondation augmente, et il augmente plus vite que notre capacité à faire évoluer les réglementations. Vous savez, on gère la réglementation inondation avec des lois, enfin des règlements qui s'imposent à l'urbanisme, etc., et qui se basent sur ce qu'on appelle les plus hautes eaux connues. À Paris, la Seine, c'est la crue centenale qui détermine la hauteur limite à laquelle on peut commencer à construire ou pas construire, etc. Mais dans l'association, on critique pas mal cette idée des plus hautes eaux connues ou des derniers événements centenaux et de penser qu'on puisse être protégé derrière tout ça. Parce que quand on a aujourd'hui des événements naturels, vous savez qu'en général, ça commence aux infos par l'événement le plus fort depuis qu'on a commencé à mesurer. Donc quand on est résilient, on part du principe que les événements dont on veut se protéger, ils seront plus forts que ce qu'on a déjà eu. On ne reste pas sur le niveau du dernier. Ce n'est pas assez résilient. Donc il faut anticiper la réglementation inondation notamment. Elle évoluera, mais ça prend du temps à évoluer. Et donc, dans les opérations qu'on construit aujourd'hui, on peut tout à fait le faire. Vous êtes un peu moins concerné ici par le recul du trait de côte, encore que, non je rigole, vous êtes moins concerné, je vais passer rapidement. Ça aussi, je passe. Alors, là, j'ai évoqué... Alors, je précise que j'ai des solutions après, parce que là, j'en ai encore quelques-uns qui sont un petit peu plombants et tout ça, mais après, il y a quand même des choses positives. Mais ce qui est important, c'est quand même de comprendre l'ampleur du sujet. Ce n'est pas un petit sujet. Il faut comprendre son ampleur pour être prêt à faire vraiment différemment. Donc, c'est pour ça que je commence toujours par ça. Tout ce que j'ai décrit là, c'est si tout va bien, quelque part. Parce que le GIEC parle, mais sans les travailler, ça a été écrit dans plusieurs publications scientifiques, évoque finalement peu dans ses scénarios ce qu'on appelle les points de bascule. Des points de bascule où on est dans un cercle vicieux qui fait que ça va beaucoup plus vite que prévu. Exemple type, la fonte du Groenland. Il y a 2 ans, il a commencé à pleuvoir pour la première fois depuis qu'on mesure au-dessus du Groenland, qui est, vous savez, le Groenland, c'est 3000 mètres de glace qui montent donc en altitude, là où il faisait froid, où il fait froid. Il a plu, donc ça, parce qu'il faisait plus chaud, donc ça fait fondre, donc ça descend à un niveau d'altitude plus bas, et ça, c'est un cercle vicieux. Passer à une certaine altitude, ça fondra complètement. Si ça fond complètement, on est sur un point de bascule où, par exemple, à la fin du siècle, on n'est pas à 1 mètre de plus d'eau sur nos littoraux, mais à 9 mètres. Ça change complètement la donne. Et des points de bascule de ce type-là, il y en a beaucoup d'autres. Le dernier sur le climat, qui est un petit peu hard, quand même, c'est que finalement, tout ce que je viens de raconter n'est pas le premier sujet pour nos sociétés à nous au nord, nos sociétés occidentales. Parce que même si nous sommes responsables de la situation à travers les émissions de gaz à effet de serre que nos sociétés ont déjà émises depuis le début de l'ère industrielle, et pas celle du Sud, c'est bien l'hémisphère Sud qui va s'en prendre plein la figure en premier et qui a commencé à s'en prendre plein la figure. Et vous avez là, par exemple, une carte qui montre les régions du monde dans lesquelles, si vous n'avez pas la climatisation, plus de 20 jours par an, les conditions climatiques extérieures sont létales pour un être humain. En quelques heures, vous mourrez. Parce que depuis que Homo sapiens existe,
Ce climat n'a jamais existé sur la Terre. Et on parle d'un mélange entre le taux d'humidité dans l'air et la température qui fait qu'on ne peut plus transpirer. Et ça, ce n'est pas compatible avec l'assemblage de molécules que nous sommes, parce que le climat change beaucoup. Vous savez, on n'a pas changé d'ADN depuis Cro-Magnon, hein. Par contre, le climat, il change beaucoup plus vite, hein. Donc, on n'aura pas. Enfin, voilà, il y a un vrai sujet d'adaptation à ce climat qui va trop vite. Donc, le vrai sujet pour nos sociétés du Nord, ce sont les migrations. C'est le fait migratoire qui va du coup forcément perturber, changer le fonctionnement de nos sociétés du Nord. Tout ce que j'ai dit avant, les inondations, les forêts, les incendies, nos sociétés du Nord auront les moyens de s'y adapter, hein. Ils auront les moyens de s'en protéger, ils auront les moyens de trouver des solutions. Mais les bouleversements économiques et sociaux liés par des vagues massives de migrants, c'est différent. Voilà les titres, hein. Les titres, et après, le sujet, c'est souvent, par exemple, vous savez, en ce moment, il y a une grande remise en cause des termes et de la sémantique dans tout ce qu'on utilise pour parler de ces sujets. Par exemple, on parle d'environnement. Mais l'environnement, ça pose problème comme terme. Pourquoi ? Parce que, par principe, c'est pas nous. Ça nous environne. On est extérieur à l'environnement. Or, le sujet n'est pas la protection de l'humanité, de l'environnement. Le sujet est la protection de l'humanité. Et on s'est trompé pendant 20 ou 30 ans en disant qu'il faut protéger les petites fleurs, les oiseaux, les cours d'eau, ce qui n'ameutait pas les foules, hein, soit dit au passage. Alors que le sujet, la finalité, c'est bien de protéger l'espèce humaine et sa capacité à prospérer. Pour ça, il faut protéger l'environnement. Mais on ne protège pas l'environnement pour protéger l'environnement. Et donc remettre ça un peu au clair. Nous faisons partie de la biosphère. Nous ne sommes pas supérieurs aux autres espèces vivantes, on en fait partie. Ça permet de se redire que finalement l'environnement, c'est nous, on est dedans aussi. Et protéger le vivant autour de nous, c'est nous protéger nous-mêmes. Allez, je zappe, parce que je vais regarder mon timing. Et je zappe ça aussi. Malgré tout ce que je viens de dire sur le climat, vous avez ces titres de presse, hein. Nos sociétés occidentales n'arrivent pas à baisser leurs émissions de gaz à effet de serre. À l'inverse, elles continuent d'augmenter. Alors elles augmentent moins vite. Cette année, ça a un petit peu baissé en France. Dans le débat, dans les questions, on pourra revenir sur les chiffres qui ont été annoncés si vous le souhaitez. Mais globalement, ce n'est pas que la France. La France s'en tire plutôt bien avec sa production d'énergie électrique. Mais globalement, les pays du G20 n'y arrivent pas, hein, et on continue d'émettre toujours plus de gaz à effet de serre, malgré le fait qu'on sache tout ce que je vous ai dit juste avant. Point suivant. Donc sur le climat, un petit résumé que je vous laisse lire, hein, ça va vite. Voilà à peu près la situation sur la question du climat. Mais le climat, c'est un problème sur 9. Et on a un peu tendance à oublier. On a un focus climatique, là, dans les médias, au niveau politique, au niveau même réglementaire. Mais ce n'est pas suffisant. Si on arrivait, ce challenge incroyable, de décarboner nos économies d'ici 2050, mais qu'on ne s'occupe pas des autres sujets, on n'a rien réglé sur la capacité de l'humanité à prospérer à l'échelle de 2 ou 3 générations. Parce que ce qu'on appelle les limites planétaires, qui est aujourd'hui un cadre scientifique de plus en plus utilisé pour planifier l'action publique, pour planifier l'action économique. Ça, c'est le vrai sujet. C'est les limites d'habitabilité de la Terre pour Homo sapiens. Donc on ramène bien le truc sur l'homme, hein, l'homme et la femme, l'être humain. Pour que l'être humain puisse survivre, il a besoin qu'on arrête de détruire la biodiversité, qu'on arrête de détruire, comme on l'a fait, le grand cycle de l'eau, qu'on arrête de polluer notre environnement avec des polluants industriels notamment, qu'on arrête de polluer l'air, qu'évidemment on arrête d'émettre des émissions. Parce que tout ça entraîne, in fine, une chute de l'espèce humaine. Or, sur ces 9 limites, à ce stade, nos économies en ont transgressé 6. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire marche arrière. Il y en a une pour les plus anciennes et plus anciens d'entre vous, qui est la preuve qu'on peut faire marche arrière. C'est la limite sur la couche d'ozone. La couche d'ozone dans les années 80, c'était une vraie limite d'habitabilité, hein. C'était en gros, si on ne réglait pas le problème, tout le monde se chopait des cancers de la peau en sortant dehors, hein. C'était un problème de survie, enfin vraiment une question de survie de l'espèce humaine à long terme. Eh bien, il y a eu des grandes décisions internationales. Les usines qui produisaient les mauvais gaz ont été fermées. On a remplacé par d'autres procédés industriels. Et aujourd'hui, on dit que, donc c'était en 80, on est en 2025, que d'ici 2050, on devrait à peu près avoir reconstitué le trou. Mais au moins, on est sur une phase dans l'autre sens. On est repassé de l'autre côté de la zone de danger. Donc, c'est possible.
Je vous donne je vais aller très vite, vous voyez juste les titres. Hein, les titres. On comprend bien pourquoi la perturbation du cycle de l'eau douce, c'est un sujet de survie de l'humanité. Hein. Sans eau, bon. Suivant. Encore. La biodiversité. Vous savez, moi j'aime bien ce petit visuel là, qui est un petit peu trash, mais qui dit juste la vérité. Hein. Vous avez tous entendu, quand on était petit, on avait les insectes sur le pare-brise. Maintenant, il n'y en a plus. Mais la prochaine étape, c'est nous. Hein. Sans insectes, il n'y a plus d'humains. Hein. Ça, il faut l'avoir en tête. Hein. Un humain ne peut pas survivre s'il n'y a plus d'insectes. Les insectes sont indispensables à la survie de l'humanité. On a détruit les insectes. Alors, il y a plein de façons de montrer comment on les a détruits. Mais 70% des vertébrés ont disparu en 50 ans. On est face aujourd'hui à la sixième extinction de masse de la biodiversité. La dernière, c'était celle des dinosaures avec la météorite. Aujourd'hui, c'est à cause de l'homme qui s'autodétruit en détruisant la biodiversité parce qu'on a considéré que ce n'était pas grave. L'environnement, c'est extérieur. On peut détruire le vivant, on peut adapter le vivant. C'est pas grave, nous, on est plus fort. Sauf que sans le vivant, on n'est rien. Donc, on s'est un peu trompé de direction sur ces sujets-là. Le suivant, les pollutions chimiques, c'est peut-être ce qu'il y a de plus inquiétant aujourd'hui, parce que ces pollutions, celles-là, on les récupérera jamais. Hein. Aujourd'hui, il y a eu un rapport sénatorial, d'ailleurs, il y a peu de temps, qui a alerté sur ce sujet. L'air que nous respirons comprend du nanoplastique. Des particules fines de plastique qui viennent se figer dans les organes, dans les poumons, etc. On savait que ça existait dans l'eau, vous savez, les mers de plastique, etc. Mais on retrouve du plastique sédimenté dans les plus hauts lacs d'altitude de l'Himalaya et des Alpes, là où ne vont pas les humains. Il est bien transporté par l'air, et ça, c'est par exemple tout notre système d'emballage. Notre surconsommation, ce qu'on peut appeler vraiment une surconsommation dans les pays du Nord par rapport à nos besoins, s'accompagne d'externalités négatives, de pollution, qui sont en train de remettre en cause tout un tas de sujets. Parce qu'on n'achète plus quelque chose sans qu'il ait son emballage plastique, qu'on va ouvrir et jeter tout de suite. Il y en a la moitié qui partent ailleurs, etc. etc. Je ne rentre pas dans les détails. On pourrait faire une conférence sur chacun des sujets. Par exemple, on a découvert récemment, ceux-là, ils sont un petit peu inquiétants, c'est ceux qu'on a dans nos poêles Tefal, c'est fierté française industrielle, normal. Mais la plupart de ces polluants aujourd'hui qu'on retrouve dans l'environnement et qui remettent en cause la survie de l'humanité ont été présentés à un moment ou à un autre comme des innovations technologiques ou chimiques de pointe et ont été à l'origine de grands bénéfices pour les sociétés qui les ont produits. Donc ce sujet quand même de l'impact de nos activités humaines, aujourd'hui on sait qu'on a fait, quelqu'un le disait tout à l'heure, on a vécu un petit peu sans trop de discernement pendant quelques décennies. Maintenant, il faut absolument l'avoir en tête. Je vais passer ça. J'allais partir d'artificialisation. Je vais passer ça aussi, j'y reviendrai après. Voilà, pour terminer sur les limites planétaires. Ce qu'il faut comprendre par ailleurs, c'est que nous sommes des cartésiens. Nos sociétés sont cartésiennes. C'est-à-dire que quand on est face à un problème complexe, on le découpe en plein de sous-problèmes, on met un ou une experte du problème pour régler le sous-problème, et quand on a réglé tous les sous-problèmes, on considère qu'on a réglé l'ensemble. Ça ne marche pas une seconde avec les limites planétaires, parce qu'on comprend bien que si on artificialise un sol, qui est une des limites, le changement de destination des sols, ça va avoir des impacts sur le cycle de l'eau. Ça va avoir des impacts sur la capacité du sol à capter du carbone. Ça va tuer la biodiversité qui était déjà là, etc., etc. C'est-à-dire que si on joue sur une des limites, dans un sens ou dans un autre, ça a forcément des effets en chaîne sur tous les autres, qu'on est incapable de mesurer à ce stade. Nous, à l'association, on finance 2 thèses universitaires en ce moment qui cherchent à outiller, à territorialiser ces limites pour des aides à l'action pour une collectivité locale. Par exemple, une programmation pluriannuelle d'investissement d'un territoire, comment peut-elle être priorisée au regard de sa contribution ou non aux limites planétaires. Mais c'est un travail de longue haleine. Cette pensée systémique, finalement, on en parle de plus en plus. Alors, ça fait des grands mots, hein, une vision plus holistique et des réponses plus systémiques. Alors, ça fait... Mais en même temps, ça veut dire beaucoup de choses. Voilà ce qu'on a fait avec le mode cartésien, hein, face aux moustiques, insecticides. Boum, c'est juste comme ça qu'on gère l'agriculture depuis une quarantaine d'années en Europe. Hein. Et dès lors qu'on se dit, mais si on fait ça, la solution directe est simple, on a plein d'autres conséquences qui par ailleurs vont coûter très cher à la société,
et que par ailleurs on peut régler le problème en utilisant aussi des prédateurs, etc. C'est-à-dire en repensant le système et pas la solution la plus simple qui me donne un résultat tout de suite. Et c'est ça finalement qu'on a le plus de mal à faire aujourd'hui, tellement on a spécialisé notre société ultra finement sur chacun des secteurs. Comment on en est arrivé là? Vous connaissez le jour du dépassement. Ça, c'est plus connu que l'Anthropocène, quand même. Le jour du dépassement. Hein. On arrive à un certain moment de l'année où on a dépensé plus de ressources que la planète ne peut en reconstituer en un an. Et le jour du dépassement, c'est un très bon indicateur. Il montre déjà que ça fait seulement 50 ans qu'on fait n'importe quoi. En 1970, à l'échelle mondiale, on était encore le 29 décembre. Hein. On était encore dans une trajectoire soutenable. En 50 ans, on a rendu la trajectoire de l'humanité insoutenable. Parce qu'on a choisi des mauvaises trajectoires. On voit aussi qu'il y a une inégalité terrible entre les pays. Hein, c'est le 22 juillet à l'échelle mondiale, c'est le 5 mai en France, c'est le 18 février au Qatar, et c'est le 29 décembre toujours en Indonésie. Hein, donc on voit tout à fait que c'est directement lié finalement au mode de vie de nos sociétés. En général, voilà ce qu'on fait après avoir entendu que le jour du dépassement, c'était le 22 juillet. Hein. Dès le 23, on met tous la tête dans le sable en disant « Bon, ok, mais qu'est-ce qu'on fait? On verra l'année prochaine, si c'est un jour avant, un jour après, etc. » Pourtant, il va falloir sortir la tête du sable rapidement. Et je vous remets, ça commence à être connu, mais ce qu'est par exemple la stratégie nationale bas carbone de l'État, qui est adossée aux accords de Paris internationaux, si on doit tous viser la neutralité carbone en 2050. Qu'est-ce que ça veut dire pour une habitante ou un habitant, aujourd'hui, 2 tonnes à dépenser, si on peut dire, de crédit carbone par an? Eh bien, comme vous le voyez, c'est 8000 km en voiture, un peu moins en avion, c'est 35 mètres carrés chauffés au fioul, c'est moins de 5 mètres carrés d'une construction neuve, c'est moins d'un repas par jour avec de la viande de bœuf, mais ce n'est pas cumulatif. Hein. Vous choisissez. D'ailleurs, si vous choisissez de manger un steak de bœuf par jour, vous avez épuisé la totalité de vos droits carbone pour tout le reste. Vous ne pouvez plus vous vêtir, vous chauffer, vous déplacer, vous loger, c'est fini. Si vous faites un vol en avion de 7000 km, vous attendez une année sur place de reconstituer vos droits sans manger, sans vous chauffer, sans vous vêtir, etc. Pendant 20 ans, on nous a fait croire que le développement durable, qu'on considère d'ailleurs de plus en plus comme un oxymore, hein, c'est-à-dire c'est un peu comme l'eau sèche, on ne va pas pouvoir se développer durablement à l'infini en utilisant des ressources finies, mais à une limite. Et oui, c'est les limites planétaires. On a vécu sans limites. Là, on doit remettre les limites. C'est difficile, c'est douloureux, mais c'est indispensable. Et on nous a fait croire que la vie durable, de la ville durable, c'est la même vie qu'aujourd'hui, Verdi dans son fonctionnement. Hein, il y aurait toujours des livraisons Amazon de tout et n'importe quoi en 1 heure à sa fenêtre, mais le drone aura des panneaux solaires sur les ailes. Ouais. Mais ça ne marche pas. Dès lors qu'on raisonne ressources, quantité de ressources disponibles, énergie consommée, etc. etc. Une chose importante, la sobriété, vous savez, il y a enfin des injonctions à la sobriété. Elles sont douloureuses souvent, mais elles sont indispensables et c'est de toute façon notre chemin. Donc on a intérêt à la planifier, l'organiser, l'adoucir en particulier pour les personnes vulnérables. Mais la sobriété, ça ne concerne pas les plus vulnérables d'entre nous. Plus on est riche, plus on émet de gaz à effet de serre. Donc il y a une corrélation directe. Les efforts les plus importants à réaliser ne sont pas chez les classes populaires. Ils sont chez les classes les plus favorisées. Je vais passer ça, parce qu'il me reste 5 minutes, et je sens que Virginie va me reprendre à l'ordre. Donc je vais passer ça aussi. Un mot là-dessus. Cette situation de jour du dépassement, elle vient d'une règle qu'on n'a pas changée dans nos paradigmes économiques, qui existe depuis Jean-Baptiste Say, un de nos plus grands économistes français, économiste classique. On considère toujours aujourd'hui, alors à l'époque, c'est ça qui a érigé les bases de l'économie classique. Les ressources naturelles sont gratuites et inépuisables. Mais quand les néoclassiques sont arrivés après, ils ont gardé la règle. Et aujourd'hui, on est toujours basé, dans toutes les théories économiques, sur cette règle. On n'attribue pas de valeur en capital aux ressources qu'on prélève, ni aux pollutions qu'on crée et qui sont irréversibles ou qui coûtent in fine. Si on le faisait, une croissance à 2 chiffres d'une entreprise, ce ne serait pas possible. Et on serait réatterrir, ça veut dire qu'une logique de croissance infinie qui ne s'arrêtera jamais à partir du moment où de toute façon elle utilise des ressources qui elles sont finies, ça n'est pas possible. Il faut remettre la règle en disant les ressources naturelles
ne sont pas gratuites et sont surtout limitées. Et rebâtir notre économie sur ce paradigme. Je vais passer ça, je passe ça aussi, je passe ça, pour terminer en concluant sur la résilience. Je ne reviens pas sur la définition qui a été très bien donnée. Ce symbole, il est de plus en plus utilisé par des entreprises, par des collectivités locales, par l'État, certains services de l'État. On travaille beaucoup avec des agences ou des services de l'État. C'est une publication scientifique à la base, on l'appelle le Donut. On peut aussi l'appeler le Paris-Brest si on veut franciser, ça marche pareil, et ça paraît moins anglicisme. C'est cette idée que les limites planétaires que j'ai évoquées tout à l'heure, les limites d'habitabilité pour Homo sapiens, elles constituent un plafond. Il faut qu'on arrête de les dépasser, parce que sinon, il n'y a plus beaucoup... En tout cas, l'humanité, je vais le dire soft, l'humanité telle qu'on l'a connue ne sera plus la même d'ici 2 ou 3 générations. On va le dire comme ça. Donc, il faut arrêter de dépasser ces limites, ce qu'on fait aujourd'hui encore, hardidon, dans tous nos domaines économiques. Mais en même temps, il y a un plancher. Et ce plancher, c'est le plancher social. C'est le plancher de la démocratie. C'est le plancher de la qualité de vie. C'est le plancher de l'acceptabilité, pour reprendre ce mot pas toujours très heureux. Nous avons eu des acquis incroyables dans nos sociétés grâce aux énergies fossiles. On dit souvent que si on n'avait pas eu les énergies fossiles, on ne serait peut-être toujours pas vraiment en démocratie et que la santé et l'éducation n'en seraient pas là. C'est tout à fait, c'est même certain. C'est cet accès à une énergie très facile et abondante qui a permis un développement exponentiel de nos sociétés, qui a permis d'améliorer concrètement l'espérance de vie, la santé, l'éducation, le niveau général de la population, le logement, énormément de choses, mais qui a créé beaucoup de superflu aussi. Qui a créé aussi, finalement, on était dans cette vision où il n'y avait pas de limite. Donc pourquoi s'arrêter de créer? Créons. Innovons, créons tout un tas de choses. Aujourd'hui, les enjeux nous appellent à re-hiérarchiser, à redire finalement qu'est-ce qui est le plus important et qui va consommer des ressources, consommer de l'énergie, consommer de l'eau, produire des externalités négatives, des pollutions, etc. Par exemple, on aura toujours besoin d'acier en 2050. L'acier, c'est quelque chose avec des hauts fourneaux, vous savez, qui produit beaucoup de gaz à effet de serre pour sa production. Mais même une vie décarbonée en 2050, il y a peu de chances qu'elle arrive à se passer d'acier. Donc il faudra toujours qu'on émette du carbone pour produire de l'acier. Ça veut dire qu'il faudra que d'autres territoires soient négatifs, très négatifs, et qui captent du carbone plutôt que d'en produire. Donc voilà, grosso modo, les enjeux. Et cette idée, c'est que le fonctionnement d'un territoire, l'évolution d'un territoire, le développement d'un territoire doit essayer de rester entre ces deux limites. Et ce qu'on propose dans notre association, mais avec plein d'autres partenaires, c'est des outils, des méthodes, des indicateurs, des outils pour mobiliser les citoyennes et les citoyens sur ces sujets-là. Parce que ça, vous pouvez l'appliquer à votre propre vie. Là, je m'adresse un peu aux institutions, parce que j'ai les institutions juste devant moi, mais il y a aussi beaucoup d'habitantes et d'habitants qui sont là. On peut s'appliquer cette même logique à soi-même. Il y a plein d'outils qui existent aujourd'hui. Alors, c'est ultra développé sur le carbone et l'énergie un peu moins sur les autres sujets. Malgré tout, c'est des évolutions de vision individuelle et des décisions politiques, industrielles, collectives qui nous permettront de surmonter tout ça. Mais c'est les deux. C'est les deux. C'est pas soit les habitants, soit les dirigeants, soit... Et c'est pour ça, et je conclurai là-dessus, parce que je crois que je suis à 31 minutes, c'est pour ça que je trouve vraiment intéressant, c'est la première fois que je suis invité par un CESE. Et je trouve extrêmement intéressant que ce soit le CESE qui ait pris l'initiative de ce... Je sais que la collectivité avait déjà beaucoup d'initiatives aussi, mais en complément de ce qu'avait fait la collectivité, ait pris cette initiative de travailler sur ce sujet en particulier. Parce que il faut tout le monde autour de la table. On ne peut pas avoir d'un côté les élus qui prennent soi-disant des décisions impopulaires et la population qui n'est pas d'accord et qui en même temps ne veut pas faire évoluer ses modes de vie, etc. etc. On est en démocratie. Et donc chacun doit apporter sa part. C'est particulièrement le cas de l'économie et des entreprises. D'ailleurs, il y a plein d'initiatives aujourd'hui. La Convention des entreprises pour le climat, le grand défi des entreprises pour la planète qui vient de donner 100 propositions très précises, très concrètes. Ce sont des chefs d'entreprise elles-mêmes et eux-mêmes qui ont fait ces propositions en disant « nous, on veut changer nos business models pour être compatibles avec tout ça ». Donc je veux juste terminer en disant que les solutions existent. On n'a pas à inventer des nouvelles solutions. On connaît maintenant assez bien ce qui pose problème et on voit plutôt assez bien comment les régler.
Par contre, ça demande une sorte de sursaut collectif, une sorte de sursaut pour qu'on arrive collectivement, sans incriminer personne, à reconnaître que nos sociétés dites modernes occidentales se sont un peu trompées de direction. Et que on a un peu trop cru que c'était open bar, si vous me passez l'expression. Et du coup, on en a profité, hein, beaucoup, tous, largement. Mais il est indispensable, et comme l'a rappelé Monsieur le maire, pour les générations même pas, enfin oui, futures, mais nos enfants qui ont 10 ans aujourd'hui. Hein, c'est les premières personnes concernées. Hein. Ça n'attendra pas leurs enfants ou leurs petits-enfants hein, pour les événements majeurs. Bien avant, vous allez les vivre, nous allons les vivre. Donc il est plus que jamais temps d'enclencher la transformation. Je trouve ça très ambitieux que vous vouliez le faire ici. Avec France Ville Durable, on sera vraiment à votre disposition si vous souhaitez qu'on vous accompagne. Et puis surtout dans le débat là, qui suivra, si on a le temps, n'hésitez pas à me challenger, me questionner, me contester. C'est normal. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup Sébastien. Bon, j'imagine que vous avez beaucoup de questions pour la suite. On va les garder pour tout à l'heure. Je vais demander à Guénaël Go de l'Obsoco de nous rejoindre sur scène et à Clément Keber également pour cette partie un peu plus table ronde. Alors on a vu tout, on a parlé de l'anthropocène, des limites planétaires, de la résilience. Là, on va aborder un aspect un peu plus sociétal avec Guénaël. Donc Guénaël Go, directrice générale de l'Obsoco, l'Observatoire Société et Consommation. Avant de nous présenter l'Obsoco, au sein de l'Obsoco, en tout cas, il y a beaucoup d'études qui sont menées auprès des Français et une des études, finalement, met en avant que 70% de la population française se dit désormais donc très inquiète des conséquences potentielles du changement climatique et sur leur qualité de vie au sein de leur propre région. Et donc 37% des Français se disent prêts à déménager face à ce sujet du changement climatique. Et quand on leur pose la question finalement de la confiance par rapport à leur territoire, à faire face à ce changement climatique, seulement un tiers des Français sont confiants envers leur territoire. Donc tu vas nous développer un petit peu tout ça. Je te laisse présenter d'abord peut-être l'Obsoco et ensuite nous parler un petit peu de comment finalement les Français font face à ce sujet du changement climatique. Bonsoir à tous et merci beaucoup de votre invitation. Alors juste oui, un petit mot pour d'où je parle en fait, l'Obsoco. L'Obsoco, c'est donc l'Observatoire Société et Consommation. C'est une société d'études en fait qui étudie bien les mutations de la société et de la consommation. En fait, on observe. On les interroge, on les observe, on fait de l'ethnographie, on fait des études plus quantitatives pour objectiver et comprendre en fait ces mutations qui s'accélèrent. Et souvent, alors l'Obsoco a une dizaine d'années, et c'est vrai qu'on observe souvent ce qui disparaît, et à l'Obsoco on essaie aussi d'observer ce qui émerge en fait, et essayer de comprendre justement comment est-ce qu'on peut accompagner les acteurs, alors souvent des acteurs privés ou publics, dans ces mutations et dans ces transformations nécessaires. On a aussi une petite particularité, c'est qu'on est très en lien avec le monde académique, ce qui nous permet aussi d'enrichir nos travaux et notre champ d'exploration. Donc ce sont nous, vous, les Français, les modes de vie, et très concrètement ce qu'on appelle les fonctions sociales, c'est-à-dire c'est se déplacer, se nourrir, habiter, travailler, en fait toutes ces choses très concrètes qui font nos vies au quotidien. Alors sur la question du changement climatique, justement dans les études, on a vu les choses vraiment changer durant la première décennie de 2000. Ce qui s'est passé à ce moment-là, alors comme le disait d'ailleurs Sébastien, c'était que oui, l'environnement, la question de l'environnement était une préoccupation, la question écologique était une inquiétude, mais c'était à ce moment-là très éloigné, très abstrait. C'était quelque chose qui était lointain dans le temps, c'était les générations futures.
Et c'était aussi lointain dans l'espace. On était très triste pour l'ours polaire, mais c'était pas, voilà, c'était lointain. Et puis, il s'est passé quelque chose avec une accumulation qui n'a fait que se renforcer depuis et que tu décrivais. C'est que de lointain et abstrait, c'est devenu concret ici et maintenant, et par le prisme notamment de la santé. Et c'est là, à partir de là, que les choses ont vraiment changé. C'est la question, quand ça a pivoté au moment de la santé, c'est devenu tout d'un coup l'alimentation que j'ingère, l'air que je respire, et tout un tas d'autres choses en fait qui ont rendu les choses très concrètes et qui ont fait donc cette bascule-là et qui ont fait que ça interrogeait mon mode de vie, ce que je faisais dans mon mode de vie, la façon dont je menais ma vie. Et donc deuxième changement important, c'était que durant avant, il y a quelques temps, on était préoccupés vaguement, mais on se disait aussi, on avait le syndrome de la goutte d'eau, moi tout seul, qu'est-ce que je peux faire en fait, ou attendons que les grands bougent, moi je vois pas très bien, je suis une goutte d'eau en fait dans cet océan d'action qui devrait être conduite. Et là aussi, on a vu ce même changement. Si ça devient ma santé ici et maintenant, ça devient mon problème tout de suite, et j'ai envie et j'ai besoin de reprendre le contrôle sur ça, et de prendre mes responsabilités et de prendre part en fait aux solutions. Et donc ça, là, c'est vraiment récent, ça monte en puissance, on voit aujourd'hui, de toute façon, et on le voyait bien à travers ce que tu disais, Sébastien, c'est-à-dire qu'on n'éprouve plus une seule année on ne passe plus une seule année sans éprouver cette question du changement climatique. Il n'y a plus, regardez les examens, ça fait plusieurs années, alors il y a eu le Covid, mais pas seulement, on ne peut plus travailler par 40 degrés, on ne voyage plus de la même façon. Il y a tout un tas les incendies effectivement qui se retrouvent dans des zones qui n'étaient pas habituelles, donc on éprouve vraiment ces choses au quotidien, et donc il y a un lien qui a été fait, et il y a aussi un lien qui a été fait vraiment qu'on a observé là encore dans nos études entre notre modèle de développement économique et ce qu'il suppose au niveau individuel, c'est-à-dire la consommation. Opsoco, Observatoire Société et Consommation, on observe beaucoup cette consommation au sens large, et on voit les gens en fait interroger la soutenabilité de leur consommation. Et c'est très intéressant parce que c'est une question de soutenabilité environnementale, mais aussi sociale, notre modèle de société, et individuel. Plus on consomme, en fait, on voit bien que ça pose des problèmes de ressources, on voit bien que ça pose des problèmes environnementaux. Plus on consomme, une fois atteint un certain degré de confort, quel est le sens de cette consommation ? Donc on va interroger tout ça. On va interroger sa consommation, et puis on va interroger aussi, et à travers l'étude que tu mentionnais, Virginie, là où on habite concrètement. Ça, on a pu l'observer à travers l'observatoire qu'on mène d'ailleurs ensemble sur l'usage et représentation des territoires. On voit que, justement, si c'est la façon dont je vis, si c'est mon mode de vie, vous savez, on a, lors de la pandémie, il y a eu tout un temps, on a parlé du monde d'après. Justement parce qu'il y avait ça derrière, c'est-à-dire cette interrogation par rapport à notre modèle de développement. Et en fait, la notion a fait long feu, mais ce qu'on voit, nous, dans nos études, c'est que finalement, une partie des Français, alors quelles que soient justement les fonctions sociales dont je vous parlais, mais sont en train de finalement envisager leur vie d'après. Et ça, on le voit sur l'observatoire que l'on mène sur les territoires. Aujourd'hui, il y a plus d'un Français sur deux, et ça ne cesse de progresser, qui veut vivre ailleurs. Et la question de la qualité de vie est devenue centrale. C'est-à-dire que, par exemple, il y a quelque temps, on choisissait là où on allait vivre en fonction de là où on travaillait. Et ce qu'on voit en fait dans nos études, c'est que c'est en train de s'inverser. C'est-à-dire qu'on va d'abord privilégier, alors pas tout le monde, hein, quand je vous dis on envisage sa vie d'après, c'est ceux qui le peuvent, et c'est aussi une vraie question. Mais donc, on va aujourd'hui essayer de choisir son lieu de vie. On a envie d'un lieu de vie qui, justement, soit davantage aussi en connexion, par exemple, avec la nature, parce qu'on sait que c'est plus favorable à la santé. Il y a une notion dont je vous parie qu'elle va être de plus en plus importante, qui est celle de biophilie. La biophilie, d'ailleurs, elle a été pas inventée, mais remise au goût du jour par William Wilson, qui a aussi popularisé la biodiversité.
Et la biophilie, c'est pas j'aime la nature, j'ai envie de nature, hein. Mais ce qu'on voit dans notre étude, c'est j'ai besoin de nature. En fait, j'ai besoin, mais pas que de nature, hein, j'ai besoin d'être connecté, d'être en résonance avec le vivant. Et donc, dans nos études, on voit que la ville est de plus en plus interrogée. Là où j'habite est de plus en plus interrogée parce que la ville, en fait, c'est super pour justement avoir accès à plein d'aménités, pour consommer, pour travailler, pour avoir plein d'activités. Mais en fait, pour ce qui est, et on le voit vraiment dans nos hiérarchies, pour ce qui est de vieillir, bien vivre, etc., la ville elle devient très antinomique avec ça. Alors les villes, on parle des villes, tout ça c'est très corrélé à la densité hein, en fait de la ville. Et donc on voit justement aujourd'hui des petits mouvements. Alors c'est pas massif, hein, mais parce que c'est plein de petits mouvements qui se font où les gens vont descendre d'un cran. Alors c'est pas le truc, vous savez, médiatique où tout d'un coup l'hyper-urbain va quelque part dans le Larzac monter son... c'est des images un petit peu d'Épinal, hein, mais en fait non, chacun va chercher à descendre d'un cran, va passer du centre, un peu la périphérie, ou du centre d'une grande ville au centre d'une moyenne ville. Et d'ailleurs, la ville moyenne, en fait, la ville à taille humaine devient vraiment quelque chose de très une nouvelle représentation, une sorte de nouvel Eldorado, une sorte de nouveau mythe en fait pour les Français. Donc on voit ces changements en fait qui commencent à traverser un peu tout et en tout cas des Français qui sont prêts à changer et qui pour une partie le font. Je crois que vous avez vos micros sur les sièges en fait, hein, excusez-nous. Bon, alors pour continuer, effectivement, ces Français sont prêts à changer. Pourtant, on sait qu'on a très peu de temps. Hein. Le dernier rapport du GIEC, finalement, nous donne moins d'une décennie vraiment pour inverser la tendance. Et on voit qu'il y a quand même aujourd'hui encore plein de freins au changement, même si on est de plus en plus au fait, acculturé. La prise de conscience est là et encore plus forte avec ce qu'on a vécu, notamment avec la pandémie. Mais finalement, comment lever ces freins? Comment surmonter, comment faire changer les comportements? En tout cas, engager l'action, mobiliser. Alors, c'est vrai que nous, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a les aspirations et puis il y a les contraintes. Et les comportements sont souvent à l'équilibre ou au déséquilibre, en tension en tout cas. Donc, c'est pas si facile. Et d'ailleurs, quand dans certaines de nos études, par exemple, quand on étudie ce qu'on appelle la consommation responsable ou les modes de vie responsables, les Français nous le disent, hein, ils sont 60% à nous dire c'est pas facile, en fait. C'est pas facile, ça demande de changer ses habitudes, ça demande... il y a des problèmes d'accessibilité, il y a des problèmes d'information, il y a des problèmes d'offres aussi de la part des acteurs. Donc il y a un travail d'accompagnement en fait, et ils nous disent bon, moi je veux bien. En fait, ce qui est assez nouveau, c'est que les individus ne s'exonèrent pas de changer, mais ils appellent aussi tout autant à cet écosystème dont tu parlais aussi, c'est-à-dire ça peut pas être moi tout seul, il faut que l'État, les pouvoirs publics agissent, et il faut que les entreprises aussi. Les entreprises, c'est très important parce qu'elles sont, pour les Français aussi, perçues comme ayant une capacité à avoir un impact très, très fort. Donc tout le monde, en fait, doit s'y mettre, et pour pouvoir les accompagner dans ce changement, il y a des dispositions fortes, donc, mais il faut pouvoir les actualiser. Après, je pense qu'il y a une tension cognitive aussi dans laquelle on maintient un peu les Français, c'est-à-dire que on parle souvent de transition écologique, mais une transition, en fait, j'ai regardé la définition, c'est le passage d'un état à un autre. Alors on connaît bien l'état d'où on part, c'est-à-dire que c'est notre modèle de développement actuel, c'est-à-dire on est dans un modèle de développement où on produit en masse, on consomme en masse, on a l'hyper même consommation, on distribue, la grande distribution à l'interface de tout ça massivement. Ça a été très vertueux en fait tout un temps apparemment, c'est-à-dire que à tous les échelons, il y avait en termes de production, c'était les entreprises, le profit des entreprises, à l'échelle nationale, c'est la croissance, le PIB, à l'échelle individuelle, c'était l'accession à un certain niveau de confort.
Et tout ça a très bien tourné jusqu'à un moment donné où ça s'emballe, parce que ça s'est emballé et il y a des problèmes de ressources que tu mentionnais. Donc ça, c'est là d'où on part. Mais on voit moins là où on veut arriver, en fait, le point d'arrivée. Et on a toujours les mêmes indicateurs. C'est-à-dire qu'on continue toujours de parler de la croissance, en fait, qui est le point d'arrivée. Donc il y a sans doute une planification, dire aussi, enfin voilà, pour accompagner, il faut dire d'où on part, ok, on le sait, mais où est-ce qu'on va arriver, comment on y arrive, quelle est la place des individus là-dedans. Ça me semble aussi important, donc un plan et puis des indicateurs, et puis sans doute aussi question d'équité. Là encore, on le voyait, c'est-à-dire qu'un Français, c'est 9 tonnes de CO2 par an, mais pour certains, c'est 2, et pour d'autres, c'est 25. Et la question de l'équité, c'est Roosevelt qui disait pas de paix sociale sans... pas de paix durable sans justice sociale, pas de transition écologique sans justice sociale. Et la justice sociale, c'est quelque chose qui est très sensible, particulièrement en ce moment, et sur ces questions-là aussi. Et puis alors, accompagner, parce que la conviction est là, planifier les indicateurs. Je pense effectivement à la question de l'équité, et la question de la gouvernance aussi. Madame de Crécy, vous êtes là. Je pense qu'on ne fera pas sans participation, c'est-à-dire dans les scénarios. On étudie, il y a beaucoup de scénarios de transition 2050, etc. Moi, je l'observe, les Français ne sont pas dedans. C'est des scénarios, soit on va mettre une petite dose de coercition, de technologie, on va parler de... mais en fait, rarement, les Français sont dedans. Et les Français, on voit bien, ce qu'ils veulent, c'est pas seulement voter, en fait, où ils veulent la décision aussi à d'autres moments, et de plus en plus. Et donc, ça va être important de les inclure là-dedans, parce qu'on ne fera pas sans eux. Et si on les prend à contre-pied, il y a plein d'occasions récentes de voir que ça ne marche pas bien. Donc ça, c'est important. Et puis aussi parce que nous, on le voit, il n'y a jamais plus experts de leur mode de vie que les Français eux-mêmes. Donc en tout cas, un défi collectif, une ambition collective. On parlait des scénarios. C'est vrai qu'aujourd'hui, les scénarios, justement, peut-être que tout le monde n'est pas assez impliqué. Et quand on a préparé ce premier atelier, on a beaucoup abordé le sujet de l'importance des récits collectifs positifs. Donc finalement, quel récit collectif positif pour mobiliser toutes les parties prenantes aujourd'hui et engager l'action dans l'intérêt général ? Oui, tu as raison, c'est certainement le dernier point, c'est-à-dire c'est quelle est l'histoire qu'on se raconte, parce qu'on sait toujours raconter des histoires collectives, les grandes idéologies sont des histoires. La dernière en date, et on est encore un peu dedans, c'est l'histoire moderne, au sens où le progrès technique, technologique, vous savez, justement, environnement, l'homme, maître et possesseur de la nature, au milieu de tout ça, c'est notre récit, et on est encore dedans. Mais on sait qu'il marche moins bien, ce récit-là. On a fait à l'Obsoco une étude sur la société idéale, et on a testé des grands récits qui pourraient justement prendre le relais, et cette prolongation en fait, du récit moderne qu'on a appelé une société technolibérale, pareil, c'est-à-dire articulée autour du progrès, avec le transhumanisme au loin, une société un peu à la Google en fait. Les Français adhèrent pas du tout. C'est 10% qui nous disent oui, c'est un modèle. Alors le calcul est un peu plus compliqué que ça, mais c'est rassurant. Ouais. Donc la technologie, justement, cette transition écologique, si elle est technologique, elle ne pourra pas être que technologique. En tout cas, elle n'embarquera pas. Le récit ne peut pas être autour du progrès technologique. Maintenant, il y a des progrès, ils sont parfois concurrents. Et puis il y avait une société, on a testé un modèle de société qui était justement, alors il y en a un au passage qu'on a appelé identitaire sécuritaire, c'est-à-dire quand on a du mal à se projeter dans l'avenir, on se réinvente un passé, et souvent soucieux de son identité préservée, et on voit bien avec les enjeux qui se posent que ça risque d'être un peu problématique. Et puis finalement, le récit qui l'emportait le plus, c'était celui d'une société écologique. C'était plus de la moitié des Français qui adhéraient à un ensemble de propositions autour de cette société écologique, et c'était vraiment le moins mais mieux. Et je pense que c'est ça en fait qu'il faut trouver, c'est-à-dire
le mieux, c'est-à-dire oui, il y aura beaucoup de moins, en fait, moins de rapidité sans doute, moins de biens matériels, moins de plein de choses, mais mieux de quoi, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, dans deux de ces utopies, que ce soit identitaire, sécuritaire ou écologique, il y a quelque chose qui nous ramène en fait un peu à cette soirée, c'est l'échelon local. C'est-à-dire la reprise en main. Non seulement elle se fera avec les gens, mais aussi en repartant des territoires. Parce que cette échelle-là leur paraît pertinente, et elle semble pertinente de fait pour réinventer les choses. On parle beaucoup d'individualisation dans la société aujourd'hui, en confondant ce qu'est l'individualisation et individualisme. L'individualisme, c'est le repli. L'individualisation, c'est pas ça. Il y a une double dynamique, c'est-à-dire c'est à la fois l'individu qui veut prendre part, qui veut prendre ses responsabilités, qui veut être acteur, qui veut décider, et c'est très émancipateur. Et effectivement, il y a une dimension plus centrifuge ou centripète, je ne sais pas, mais ça remet en cause l'ordre social tel qu'il était avant. Ça interroge les institutions telles qu'elles étaient organisées. Ben justement, en repartant du niveau local où on peut réinventer du lien social, on peut se recréer, peut-être pas un grand récit collectif, parce qu'on sait tous et on a tous appris à l'école que ces grandes idéologies ou ces grands récits peuvent parfois mener à des conséquences délétères, et dans une société telle que la nôtre ne sont plus porteurs, mais pourquoi pas, si ce n'est des grands récits, des petites histoires au niveau local à inventer, et pourquoi pas en commençant ici à Suresnes ou en tout cas dans d'autres collectivités. Merci Guénéaëlle. Donc on va pouvoir construire ensemble des petites histoires. Alors le temps file, je vais m'adresser à Clément Keber. Vous dirigez le pôle urbanisme de l'agence Mutabilis. Donc on a vu un petit peu, voilà, Sébastien nous a dressé tout un tableau de là où on en est aujourd'hui. Guénéaëlle a abordé tous les aspects sociétaux, et avec vous, on va aller encore plus dans le concret. On va voir différents exemples finalement d'espaces résilients, que ce soit pour traiter le sujet des îlots de chaleur urbains, ça on l'a fortement connu l'été dernier avec les canicules, le sujet de la végétalisation, de la gestion de l'eau qui devient une ressource aussi de plus en plus rare, en tous ces aspects environnementaux, mais aussi comment ces espaces résilients vont générer de la désirabilité et surtout du lien social, comment ils vont être des espaces à vivre pour les habitants et les visiteurs des villes. Donc je vous laisse présenter Mutabilis et nous présenter les différents projets. Merci. Oui. Bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être là parmi vous. Alors j'ai préparé un diaporama. Je pensais avoir la main sur les slides. Une présentation qui se voulait un peu dynamique, et là ça va être un peu plus technique. Enfin bon, il y aura pas mal d'allers-retours comme ça. Pour vous donner une idée, il y a 70 slides à peu près. Donc je vais faire souvent ça, mais ça peut donner une petite ambiance, on verra. Non, mais en tout cas, à l'agence, on s'est questionné sur donc déjà petite présentation de l'agence Mutabilis peut-être. Sur la slide, voilà, la slide suivante, celle-ci. Mutabilis, c'est environ 15-20 personnes. Donc, nous sommes une agence de paysage et d'urbanisme fondée par Juliette Baillimètre, que vous voyez en haut à gauche, et son associé Ronan Gallet, la deuxième personne, il y a quasiment 20 ans. Juliette et Ronan sont tous les deux paysagistes des PLG, mais à l'agence, nous sommes paysagistes, architectes, urbanistes, et ingénieur, et puis nous avons une assistante administrative. Mais voilà, c'est une agence qui ne sectorise pas les champs d'intervention. On s'intéresse au désir du changement urbain à travers toutes ces thématiques. Juste rapidement, je tiens à excuser Juliette Baillimètre, donc, qui est l'associée de Mutabilis en charge du projet pour le renouvellement du centre-ville de Suresnes, car vous le savez peut-être, mais nous avons eu la chance d'avoir été retenus par Monsieur le maire et les équipes municipales il y a quelques mois pour s'intéresser avec vous et pour vous au devenir de votre centre-ville. Certains d'entre vous ont peut-être participé aux différentes campagnes de concertation. Vous avez pu croiser mon collègue Paul Benoît, juste en dessous de moi, ou Navaïda ou Malena également. Et voilà, donc je parle en leur nom aujourd'hui, au nom de toute l'agence également.
Alors, Mutabilis, très vite, donc on intervient sur des contextes très différents, pour des territoires 100% urbains, je dirais, donc des cœurs de ville comme le vôtre, ou d'autres un petit peu plus naturels, pour des parcs naturels ou naturels urbains. Vous voyez en bas à gauche, par exemple, les planches d'Arcachon. On intervient sur différents territoires sur tout l'Hexagone. Le centre-ville de Mulhouse, de Saint-Étienne récemment, un grand parc naturel et urbain à Rouen, 30 hectares à Lille. Bon, je ne vais pas citer tous les projets de l'agence, mais je n'ai pas voulu vous ennuyer, mais plutôt faire une présentation un peu pour vous faire rêver peut-être. Là, je reprends un terme de Guénaël. On a beaucoup parlé de résilience, de trajectoire, de transition. Donc la présentation, vous allez le voir, elle est basée sur un état initial et comment, à travers nos projets, nous avons pu changer le territoire. Donc ça se base tout simplement sur un avant-après. J'ai pioché quelques exemples parmi les projets réalisés à l'agence pour évoquer avec vous différents enjeux concrets liés à la résilience et à l'adaptation des villes au changement climatique, et qui sans doute vous interpelleront directement, et on aura peut-être l'occasion d'échanger plus longuement sur le devenir de votre ville dans le cadre de la mission qui nous a été confiée. Voilà. Allons-y. Alors, j'ai voulu commencer par le parc du Chemin de l'Île à Nanterre, car c'est une opération assez ancienne pour Mutabilis. Pardon, on peut changer de slide. Donc ça, c'est un collage au tout début des études. Vous voyez, on n'était pas encore dans les outils informatiques très poussés. Les études démarrent dans les années 96-97. Pourquoi j'ai voulu présenter ce projet? Parce qu'à l'époque, en réalité, la thématique du développement durable, l'environnement n'était pas encore trop à la mode. Dans le monde de l'architecture, on parle pas mal de HQE, haute qualité environnementale, c'est un label. La création de l'association HQE en France, elle remonte à 1996. C'est simplement pour vous donner un petit jalon, pour vous montrer où on se situe dans l'initiation de cette thématique et cet enjeu du développement durable dans nos métiers. Donc là, on est vraiment au balbutiement. Et ce que je voulais vous montrer avec ce projet à Nanterre, on va le voir avec les photos qui arrivent, c'est qu'avant tout pour nous, en réalité, s'intéresser au développement durable, c'est pour beaucoup faire preuve de pragmatisme. Il n'y a pas besoin de réinventer des recettes. On ne cherche pas à toujours réinventer la poudre à canon, mais surtout s'adapter au contexte, à puiser dans l'environnement, à puiser dans le contexte de nos projets, la matière première pour le faire. Et bien souvent, il y a des choses à faire pour faire beaucoup d'économies d'échelle, d'investissement, et arriver à des moyens très intéressants. Et le parc de Nanterre, donc, comme je le disais, avant même l'injonction au développement durable et la mode du recyclage, vous allez le voir, on a utilisé beaucoup de choses en place qui ont permis déjà d'avoir un trait environnemental très fort. Eh bien, allons-y. Donc voilà, ici on est à la livraison en 2006, on va passer les photos. Alors, à Nanterre, on part de ça. Désolé, la photo est un peu pixelisée parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de très bonne résolution non plus. Simplement pour vous montrer le contexte. Donc c'est très infrastructurel, on est sur l'embranchement de l'A14, vous le connaissez peut-être, c'est pas très loin de votre territoire d'ailleurs. Passons à la slide suivante. Alors ici on est en plein chantier, on voit qu'on commence à modeler le socle du parc. Passons ici à 1 an de la livraison. Sur cette slide, je vais rapidement vous expliquer le fonctionnement du parc. Alors, le parc, c'est ici à droite, et puis jusque la pointe là à gauche. Le parc s'est créé autour de la thématique de l'eau. On est donc en bord de Seine. Il y a un système de 5 vis d'Archimède qui puise l'eau de la Seine. Oui, on va rester un instant ici. Qui puise l'eau de la Seine, qui remonte l'eau jusque le haut du parc que vous voyez sur la droite de l'image, et qui, par un système de phytoépuration à travers des bassins, redistribue ensuite la Seine le long d'un contrefossé, l'eau épurée qui est redistribuée ensuite à la Seine. Donc c'est vraiment un cycle de l'eau. On puise l'eau de la Seine, on la fait passer à travers différents bassins, il y a un système de phytoépuration et on la redistribue plus propre qu'elle ne l'était avant à la Seine. Donc c'est une mise en scène d'un cycle de l'eau et de son épuration. Alors allons-y. En réalité,
quand je disais qu'on s'intéresse beaucoup au contexte et à son environnement en surprise, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas... vous imaginez, moi, je n'ai pas fait ce projet, hein, mais c'est comme ça qu'il a été fait en tout cas. Il n'y avait pas de sondage très poussé en termes de préparation d'études. Donc en réalité, pendant le temps du chantier, il y avait déjà beaucoup de surprises. Donc là, première fouille au moment du chantier, les gens de l'agence ont découvert avec le maître d'ouvrage que le territoire était basé sur une ancienne décharge, comme vous le voyez sur les photos, donc extrêmement pollué. Passons. Alors, ce qui a été entrepris, c'est d'abord de trier l'ensemble des déchets. Donc, on trie, on grignote plein d'agrégats, de résultants d'anciennes infrastructures qui traînaient là également. Donc, on grignote, on crible, vous voyez, on passe tout ça dans différentes machines, et puis ensuite, on réutilise. Et en réalité, c'est ça, quand je vous parlais de pragmatisme, c'est simplement faire avec ce qu'on a, faire le plus possible avec ce que l'on a, et le moins avec ce qu'on doit apporter. Donc ici, cette photo-ci, vous voyez le fond des bassins qui a été étanché avec un filon d'argile trouvé sur place lors du chantier. En réalité, pendant les études, avait été pensé de réaliser une étanchéité des bassins par je ne sais plus quel système. Au moment du chantier, donc quand on a commencé à creuser, qu'on s'est aperçu qu'on était sur une décharge, il y a aussi un filon d'argile qui a été trouvé. Et donc à l'agence, avec les ingénieurs aussi, ils ont décidé d'utiliser ce filon d'argile pour étancher les bassins. Et donc il y a eu toute une économie d'approvisionnement de matériaux et également forcément une économie économique, financière, pour le non-approvisionnement, qui ont permis d'utiliser la ressource en place pour étancher les bassins. Voilà, allons-y. Cette slide, on l'a déjà vue. Alors, les premières plantations, simplement pour vous dire que le travail du paysagiste parfois est un peu ingrat, car on plante des végétaux qui sont, vous le voyez, sur la gauche de l'image notamment, qui sont plutôt petits. Les arbres, quand on livre un projet, sont très peu développés parce que c'est plus simple pour un arbre de reprendre, de se développer quand il est jeune, quand on le plante jeune. Planter un arbre de grand développement qui a déjà 10 ans, c'est très dangereux en réalité pour qu'il puisse vraiment reprendre. Donc on a tendance vraiment à privilégier la plantation d'essences encore jeunes pour faciliter leur reprise. Allons-y, le premier été, donc on voit que la végétation déjà commence à s'installer. Vous commencez à voir ici le réseau des bassins. Allez-y, on peut avancer. 10 ans après, la végétation a vraiment pris de l'ampleur. Là, on commence à parler de milieux. Il y a de nouveaux milieux qui se sont développés. Donc là, vous voyez l'enchaînement des bassins, des jardins d'eau. En réalité, la Seine est là-bas au fond. Les jardins d'eau, voilà, vous avez une image. Dans notre travail, on nous demande souvent de maximiser la biodiversité. En réalité, quand on part d'un site, elle est très souvent très faible. Je ne parle même pas forcément d'un site urbain, mais on peut être dans un site qu'on va appeler périurbain, par exemple, à la campagne, où on a une biodiversité très faible parce que qu'est-ce que c'est que la biodiversité ? C'est la diversité des espèces végétales et des espèces florales, faunistiques, excusez-moi. Et donc quand on intervient sur des territoires, en réalité, la majeure partie de ces territoires ont tendance à se refermer sur eux-mêmes. Le climax, c'est-à-dire le point final de l'évolution naturelle d'un territoire, c'est la forêt. Dans une forêt, il y a très peu de biodiversité. Donc nous, quand on nous demande d'accroître la biodiversité, on cherche avant tout à ouvrir les milieux, à planter différentes espèces pour favoriser la venue de la faune et le développement de la flore également. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des petits canards qui sont arrivés dans un des jardins d'eau sur le parc de Nanterre. Et puis tout ça, ça favorise créer de nouveaux milieux, donc accroître la biodiversité. Allons-y. Le parvis, cette photo pour vous introduire la notion d'usage. Lorsque nous réalisons des projets d'espace public, on s'interroge beaucoup sur pour qui, pourquoi. Pour qui faisons-nous les choses ? Pourquoi faisons-nous les choses ? En réalité, ici sur le centre-ville de Suresnes, elles seront avant tout pour vous qui allez vivre ces espaces. Faire des espaces qui soient beaux, c'est bien, mais s'ils soient bons à vivre, c'est encore mieux. Donc la notion d'usage, elle reste fondamentale dans notre pratique. On ne cherche pas à privilégier uniquement un curseur. On dit souvent qu'il ne faut pas seulement faire vert, mais il faut aussi savoir faire vivre. Et pour nous, c'est vraiment fondamental. Parce que Guénel l'a rappelé également, de plus en plus, les gens se questionnent. Est-ce qu'on veut encore vivre en ville, aller dans le territoire périurbain ou voir encore plus loin ? Réussir à faire des espaces qui soient bons à vivre, c'est peut-être là l'un des grands enjeux aussi pour parler de la résilience des territoires urbains. Voilà. Alors maintenant, on va aller beaucoup plus vite. Oui, une photo assez poétique. Je passe au Jardin des Géants à Lille.
allez-y. Alors, on part de ça, vous voyez, un très beau parking, le royaume de la voiture, et on arrive à ça. Voilà, après quelques années de travaux, évidemment. Donc, le message que je veux vous faire passer aussi, c'est un message d'espoir. On l'a entendu sur la fin de l'intervention de Sébastien, mais ne pas avoir peur, croire en la transformation, croire en possible. Alors, architectes, urbanistes, paysagistes, nous ne sommes pas magiciens, nous n'avons pas toutes les recettes, mais la transformation des territoires, c'est un moment formidable pour se questionner sur le devenir et vraiment rêver également et se dire que des choses sont possibles. Donc ces photos-là, c'est vraiment pour vous montrer que la transformation, elle est parfois radicale. On part vraiment d'un état complètement minéral et on arrive sur des choses très végétales. Et il faut croire en ça, en cette notion de projet. Allons-y. Donc voilà, un contexte très routier, on arrive à ça, la fabrication d'un socle continu, allons-y. Voilà, encore une fois, une vue plus à plat de ce champ de voitures. Pour arriver ici, un jardin. Donc un jardin c'est quoi? Il y a la notion d'enclos dans un jardin, donc c'est un espace fermé dans lequel il ne faut pas s'interdire de cultiver des espèces qui ne sont pas forcément locales, parce que le jardin, en réalité, comme le dit Gilles Clément par exemple, on parle de jardin planétaire, les oiseaux eux-mêmes disséminent les graines. Je rappelle que le chêne, par exemple, n'était pas une espèce qu'on trouvait sur le territoire français. Aujourd'hui, tout le monde assimile le chêne au patrimoine français. Or, il vient d'Asie. Donc voilà, les choses changent. On a rappelé l'Anthropocène, l'Holocène, etc. Il ne faut pas avoir peur de ce changement non plus, mais peut-être planter différemment aujourd'hui, c'est pour mieux s'adapter demain. Donc quand on parle de jouer avec les saisons, c'est aussi certaines espèces qui ont une coloration particulière. Donc tout ça, ça participe aussi à l'émerveillement, au fait qu'on apprécie le changement des saisons et quelque part on se sent un petit peu plus connecté au rythme naturel. Et en ça, peut-être qu'on trouve un peu plus sa place aussi dans cet environnement dans lequel on fait partie. Alors voilà, le programme de Pierre Mauroy, qui était maire de Lille à l'époque, c'était un jardin d'émotion d'exception. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel de réaliser un jardin comme ça. Il faut le savoir, hein. On n'en fait pas tous les 4 matins non plus. Allons-y. Voilà, on a mis en place des jeux de lumière, des brumisateurs qui rafraîchissent l'eau. Évidemment, le jardin, c'est un moment pour s'ouvrir à l'art aussi. Donc on travaille beaucoup avec des sculpteurs, mais je passe sur ce volet. Autre exemple, à Rennes, le mail François Mitterrand. Alors là, on est en cœur de ville et vous voyez, le mail va jusque la gauche. Là, c'est la fin du mail s'appelle le jardin de la Confluence. On est à la confluence entre Lille et la Vilaine. Vous connaissez sans doute la région Ille-et-Vilaine. Voilà. Donc le point de confluence est ici. Allons-y. Donc sur le même principe, à Rennes, s'il vous plaît. Oui, on part de ça. Donc encore une fois, un contexte très routier, infrastructurel, pour arriver là. Voilà, alors là, toutes les voitures ont disparu, c'est super, mais on va me dire oui, par contre, c'est très minéral. Alors c'est vrai, c'est très minéral, mais allons-y à nouveau. Donc on part de ça pour arriver là. Allez-y, je vous laisse défiler les slides. Ici, on part de ça pour arriver là. Donc là, on est sur le jardin de la Confluence. Allez-y, continuez. Voilà, alors le tiers paysage, le tout voiture, le tiers paysage de la voiture, pardon. Je ne vais l'apprendre à personne, mais 2 minutes? Ouh là là, je vais aller très vite alors. Et je vais sauter quelques projets. Avant, tout le monde utilisait sa voiture, c'est évident. Aujourd'hui, on cherche de plus en plus à réduire la dépendance au flux carboné. Donc simplement, on réduit considérablement les gabarits liés à la voirie, à la voiture, pour démultiplier plutôt les usages dévolus aux piétons. Ça nous permet aussi de déminéraliser. Souvent, allez-y, passez les slides peut-être pendant que je parle. Donc on quitte le tout minéral, le tout voiture pour avoir une action de déminéralisation où on valorise la pleine terre. Un petit arrêt ici. Je vais copier mon collègue Sébastien qui connaît la notion de pleine terre. Un peu moins que l'Anthropocène peut-être. Donc la pleine terre, c'est cette portion de terre qui est directement reliée à la nappe phréatique, donc qui n'est pas imperméable. C'est très important. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de ville durable ou d'écologie sans parler de mètres carrés de pleine terre. C'est un peu à la mode l'aspect quantitatif sur le changement climatique. Souvent, les 3000 arbres vont être plantés dans le futur mandat. Alors, pardonnez-moi, monsieur le maire, je ne connais pas vos ambitions sur ça. Mais en tout cas, ce qui nous semble important, ce sont les mètres carrés de pleine terre. Ça, c'est vraiment fondamental parce qu'on peut planter beaucoup d'arbres. Ils seront tout rabougris. Ce seront des arbres tiges tout fins. En réalité, parfois planter seulement 2 arbres dans
j'en sais rien, 10 mètres carrés de pleine terre, il y a une épaisseur beaucoup plus importante de biodiversité et c'est beaucoup plus riche pour l'environnement. Donc voilà, gardez en tête cette notion peut-être de pleine terre. Et puis allons-y, là on va passer les slides très vite, ça on passe aussi. Voilà, le jardin de la confluence. Alors le minéral, c'est important, pourquoi ? Parce qu'une ville dans laquelle il fait bon vivre, c'est aussi une ville dans laquelle je me retrouve avec mes voisins, dans laquelle je peux participer à des manifestations comme ce soir, à des événements, etc., où il y a de la culture. Et donc pour ça, le socle minéral permet ça aussi. Évidemment, on ne va pas avoir une fête foraine sur un sol en herbe, ça ne fonctionne pas. Donc l'aspect minéral reste important pour la notion d'usage dont je parlais tout à l'heure. Donc dans le film introductif de la ville de Suresnes, moi j'ai bien aimé la notion d'équilibre. On parle beaucoup d'équilibre. Le positionnement du curseur, c'est sans doute pas tout en bas ou tout en haut. C'est pas tout minéral ou tout végétal. Il faut un peu d'espaces minéraux, un peu d'espaces végétaux également, en fonction des usages, encore une fois. Allons-y, avançons très très vite. Rapidement, ici les Moulineaux, ça sera très vite parce que c'est un projet sur lequel on est encore en étude. Donc je vous montre des images de synthèse. Voilà, on part de ça, boulevard existant, on va arriver là. Donc c'est le même principe, réduction des gabarits de voirie, on serre puisqu'il y aura moins d'utilisation de la voiture, on reste sur l'axe médian et puis ça permet à côté de élargir, étirer les trottoirs pour avoir plus d'usage pour les piétons, la capacité d'extension des rez-de-chaussée quand on a des commerces, des restaurants, tout ça, c'est pouvoir mettre une terrasse sur le trottoir. Et puis on parle là vraiment de déminéralisation puisqu'on passe d'un socle complètement minéral à quelque chose de plus ou moins végétal en fonction des usages, encore une fois. Un petit point, je m'arrête simplement sur la diversification du patrimoine arboré. Là, dans cette image, alors ça reste... vous le voyez aussi sur celle-ci. Ce qui est important, Sébastien l'a rappelé aussi, c'est que les arbres changent. On doit s'adapter aux réalités climatiques. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre d'espèces pour lesquelles une maladie se développe. Il faut donc qu'on prépare le patrimoine de demain. Donc ce qui est important, c'est de diversifier le patrimoine arboré pour éviter, vous savez, les anciens alignements de platanes, par exemple, on appelle ça du monospécifique. Il y a une seule espèce, c'est le platane. Si demain, il y a une maladie incroyable qui se déclare, comme le Covid par exemple, mais pour les arbres, et qui touche spécifiquement le platane, ça veut dire qu'en très peu de temps, on peut avoir une population d'arbres complètement décimée. Voilà pourquoi il est important de planter en plurispécifique pour préparer aussi le patrimoine de demain. Clément. Oui, il faut s'arrêter. Oui. Eh ben, passons, avançons. Peut-être quelques mots sur Suresnes. Après tout, c'est ce qui vous intéresse. Voilà, Suresnes le centre-ville. Alors, monsieur le maire et vos élus et les directeurs de service auront la chance de découvrir demain le plan d'action. Alors, je ne peux pas le présenter dès ce soir, mais simplement repartager avec vous quelques constats qui ont été faits peut-être avec certains d'entre vous, comme je le disais, lors de tables rondes en concertation. Alors, quand on arrive à Suresnes, allez-y, s'il vous plaît. Alors, la première partie de notre travail s'appelle un rapport d'étonnement. Donc, c'est comment nous, en tant qu'experts, j'aime pas trop ce terme, professionnels du moins, de ces territoires urbains, qui avons la chance de fréquenter aussi d'autres villes partout sur l'Hexagone, parfois à l'étranger, qu'est-ce qu'on voit à Suresnes et vers quoi on aimerait vous emmener. Donc voilà, comment on s'étonne de votre territoire. Alors, l'arrivée à Suresnes, c'est assez beau, on lève toujours la tête, il y a de très belles vues, hein, les skylines sont assez intéressantes, on a des vues patrimoniales chouettes sur la Tour Eiffel, le Mont Valérien de l'autre côté, donc quand on lève la tête c'est assez beau, malheureusement quand on baisse la tête c'est parfois un peu décevant, parce que, mais là je ne pointe pas du doigt la ville de Suresnes, c'est simplement symptomatique, on trouve ça partout, comme le dit Sébastien, c'est symptomatique d'une ville qui a été construite sur les flux carbonés. C'est le cas de toutes les villes qui sont aussi issues de théories urbanistiques comme la charte d'Athènes de Le Corbusier, etc., qui ont fait que la ville s'est centrée sur le développement automobile. Donc voilà, hélas, Suresnes n'y échappe pas. Donc on constate qu'il y a beaucoup de choses à faire sur le sol. C'est un peu le métier du paysagisme, mais pas que, pour l'adaptation des gabarits. Et puis aussi les rez-de-chaussée. Vous le voyez sur la droite de l'image. On parle parfois de contact imperméable entre l'architecture et l'espace public. Le rez-de-chaussée, c'est un peu la charnière entre l'architecture et le sol. Et l'importance de la programmation des rez-de-chaussée, avoir des rez-de-chaussée habités ou actifs, ça fait vivre aussi l'espace public et ça, c'est quelque chose de fondamental. Il reste 2 slides, Virginie. Arrivé à Suresnes, voilà, je le disais, la vue sur le Mont Valérien, la dilatation
des supports des flux routiers. Allons-y, on passe, s'il vous plaît. Un formidable patrimoine architectural, ça a été dit aussi, je crois, je ne sais plus par monsieur le maire peut-être, mais il est clair que votre commune, vous avez énormément d'atouts et beaucoup de pépites, de richesses qu'il faut réussir à valoriser. Ah non, c'était dans l'introduction du CESES, pardon. J'ai beaucoup apprécié de connaître que vous allez vous pencher sur tout ça parce que je pense qu'il y a énormément de choses à faire. La cohabitation entre les différents modes est encore difficile, mais encore une fois, ce n'est pas pour vous jeter la pierre, c'est aussi parce que ce sont des choses nouvelles. Le développement des modes actifs, d'où tout ça, ça prend de plus en plus d'ampleur. Il faut réussir la bonne cohabitation. Et j'en termine, je vois Virginie sourire, des espaces publics vivants. Il faut les faire vivre le plus souvent possible pour dynamiser, rendre l'espace actif et donc intéressant pour vous, suresnois. Et puis, je crois que ça va dire un slide, des contacts perdus à retrouver avec la Seine, vous l'avez dit, monsieur le maire, c'est un atout pour votre ville, il faudra s'en saisir. Aujourd'hui, ce n'est pas toujours évident, mais nous allons œuvrer avec vos élus, les représentants des services et vous, citoyens, à changer cela pour en arriver là, sur cette dernière slide. Clément, on va laisser place aux questions. Merci beaucoup. Il y a juste le plan de votre ville sur le schéma. Merci à vous. On va quand même prendre 2-3 questions. On a encore juste quelques minutes pour savoir un petit peu ce que tout ça vous a inspiré. Quelles sont vos questions? Profitez-en. Guénaël, Sébastien, Clément sont à votre disposition pour 2-3 questions. Les micros sont... Je vois beaucoup de sols imperméables. Je vois beaucoup de sols imperméables, y compris dans ce qui a été fait en dernier. Et aussi dans les jardins comme le chemin de Lille, ça ne fait pas très sécure avec des... on se dit que les enfants vont tomber dans l'eau. Hein. Bon. Merci pour votre question. Qui n'en est pas une d'ailleurs, mais un commentaire. Donc je vais vous commenter les projets. Alors le sol imperméable, comme je le disais, il est important. On ne peut pas faire rouler un camion sur un sol engazonné, donc pour l'accueil d'une manifestation par exemple, ou pour un marché. Prenons cet exemple-là, une place de marché ne peut pas se dérouler sur un sol perméable, parce que le flux des roulottes, des food trucks, tout ça, ce qui est à la mode aujourd'hui, fait qu'on est obligé d'avoir un sol capable pour rouler dessus. Donc c'est ce que je disais, le caractère imperméable doit exister. C'est simplement un positionnement de curseur. Donc ça, voilà pourquoi il y a encore des sols imperméables dans les projets. C'est important vraiment pour les usages. Moi, je jouais au basket quand j'étais adolescent. J'adore jouer avec des amis au basket. Un ballon de basket rebondit sur un sol imperméable, hélas, mais voilà, sinon on doit évacuer beaucoup de choses, donc c'est dommage. Ça doit encore exister, mais vraiment tout l'enjeu est de le faire à la juste mesure. C'est une expression qu'on aime rappeler, être dans la juste mesure. Sur les enfants qui vont tomber dans l'eau, en réalité non, rassurez-vous, c'est conforme à tous les DTU et les fascicules techniques qui sont imposés aux concepteurs. Il y a simplement juste derrière le premier garde-corps, ça s'appelle un garde-corps, il y a un deuxième adouci qui permet à l'enfant de ne pas tomber et dans tous les cas de ne pas se noyer. Donc tout ça est réglementairement très technique et très poussé et très conforme aux normes en vigueur, donc aucune inquiétude. Oui, merci beaucoup pour ces présentations passionnantes. J'ai une question qui s'adresse à Monsieur le maire. J'ai lu dans le magazine de Suresnes qu'il souhaitait s'engager pour l'écologie, mais pas pour une écologie punitive. Je me demande, à écouter, à entendre ces présentations, si, face à l'enjeu qui se présente devant nous, il est possible aujourd'hui pour un décideur politique de ne pas prendre des décisions de rupture, justement, des décisions radicales qui peuvent être
perçues comme punitives, qui sont en tout cas difficiles à vivre, compliquées pour les citoyens. Quelle est votre position là-dessus, monsieur le maire? Bon, merci pour cette question. Effectivement, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de trouver, c'est pour ça qu'on essaie de partager tous ces projets, que ce soit Construire Suresnes ensemble, vous y avez peut-être participé, ou le centre-ville sur lequel on réfléchit, et demain sur l'entrée de ville aussi, c'est d'essayer d'avoir un débat avec les habitants pour essayer de trouver ensemble les solutions. Et alors, il n'y aura sans doute pas de consensus, parce qu'entre les cyclistes convaincus, les automobilistes convaincus, et aussi les obligations qu'on a de faire passer des camions de pompiers, des ambulances, puis aussi pour les personnes plus âgées, enfin voilà, ou ceux qui ont des enfants. Parfois, il faut trouver les bons compromis. Donc l'idée, c'est, dans le non punitif, ce n'est pas faire le système peut-être de quelques villes voisines qui, sans discussion, parce qu'on est nous aussi un peu victimes, hein, pour être honnête, fermer des accès et dire démerdez-vous. Voilà. Donc nous, on n'est pas dans le démerdez-vous, on est dans trouvons ensemble des solutions qui ne sont pas des solutions qui satisferont tout le monde, mais pour lesquelles on demandera à chacun de faire un effort et de faire un pas vers l'autre. Voilà. Et donc, comme le disait tout à l'heure Clément, c'est trouver le bon curseur. Ça n'est pas le consensus mou, parce qu'il y aura des arbitrages qu'il faudra faire, et ça, pour le coup, les élus doivent assumer, et on assumera le moment venu les arbitrages qu'il faudra prendre, courageux, mais en tout cas pas sans débat au préalable, parce que comme c'était expliqué auparavant, nous on ne reçoit pas un chèque en blanc pour 6 ans, en tout cas c'est pas notre projet, et c'est pas intéressant en plus. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de discuter, comme on le fait ce soir, avec les habitants, qui sont les bénéficiaires au fond, et ceux qui, comme ça a été dit, ont une grande partie des solutions. Oui, bonsoir. Xavier, habitant du quartier Liberté depuis 20 ans, donc fidèle à Suresnes. J'avais une question un peu globale ou une remarque. Déjà, je voulais remercier la ville d'avoir organisé cette première soirée et puis aux intervenants pour la qualité de leur message. Je comprends qu'on déborde quand même un petit peu de la partie juste enjeu climatique. La première session, on a fait l'objet. Certains parlent de la double contrainte carbone, c'est-à-dire qu'on peut, si on ne va pas suffisamment vite dans la décarbonation, on peut être rattrapé par les baisses d'approvisionnement aussi en ressources fossiles, pétrole en particulier. Et dans la résilience des territoires, il y a aussi la résilience alimentaire. Donc je ne vais pas rentrer très spécifiquement dans les chiffres, mais les villes sont assez, on va dire, sensibles sur ce sujet-là. Donc je voulais savoir si dans la réflexion globale, ce sujet était abordé, à la fois côté décarbonation, puisque effectivement aujourd'hui l'approvisionnement alimentaire des villes est essentiellement réalisé par les camions, qui fonctionnent jusqu'à preuve du contraire beaucoup avec du pétrole, et puis l'aspect résilience alimentaire, l'autonomie alimentaire vraiment du territoire. Alors très rapidement, Sébastien, mais en 2 mots parce qu'on doit absolument libérer la salle. Mais voilà, alors peut-être que... Non, mais la résilience alimentaire fait complètement partie du sujet et pourra d'ailleurs faire l'objet d'un prochain atelier ou en tout cas un autre format. Mais allez, vraiment 2 mots. Et puis après, il n'y a pas de conclusion de toute façon. D'accord, du coup, je fais une conclusion, non. C'est fondamental ce que vous évoquez là, parce que finalement, ces questions de résilience, j'avais une deuxième partie à mon intervention que je n'ai pas eu le temps de présenter, on en revient très vite à la question des besoins essentiels. On l'a vécu un peu pendant le Covid, hein, ce mot venait, hein, les besoins essentiels, finalement, c'est quoi? Et qu'y a-t-il de plus essentiel que l'alimentation? 97% de ce que nous consommons à Paris et dans sa première couronne est importé. Là où 95% de ce qui est produit en Île-de-France est exporté. Et c'est l'économie qui veut ça. C'est jugé plus rentable. Donc faisons comme ça, indépendamment des limites planétaires que j'évoquais tout à l'heure. Vous voyez, mais par contre, il y a aujourd'hui beaucoup de travaux, d'outils qui commencent sur le sujet.
Et on se rend compte que les grandes chaînes d'approvisionnement, au hasard, hein, un conteneur qui bloque le canal de Panama pendant une semaine, ça peut mettre en difficulté l'approvisionnement alimentaire de villes françaises. Donc on est devenu extrêmement dépendant de ces chaînes d'approvisionnement. Il est urgent de refaire du local sur le sujet. Voilà, ça fait un très bon teasing pour une prochaine fois.